Nous allons accueillir ici un garçon qui a une petite boutique d'import-export à Marseille que vous avez déjà vu lors de la dernière RDR. C'est Benjamin Debolien qui va avancer maintenant pendant que vous l'applaudissez longuement. C'est lui qui a la charge d'animer la table ronde qui va suivre. Table ronde dans laquelle vous allez retrouver Mathilde Hébert, Alice Isaac, Olivia Guilbault qui vont également monter sur scène à partir de maintenant. On les applaudit pour les encourager, d'une part. C'est fou parce que, vu comme ça pourrait être une table ronde sur comment engager ses collaborateurs, aussi bien qu'une reconstitution du tableau antique de Paris, le berger, qui devrait offrir la pomme d'or dans un grand concours et choisir qui est la plus belle entre Vénus, Diane ou Junon. Vous voyez, parce que... Voilà. Et enfin, il faut de l'imagination, mais ça ressemble un peu à ça. Je fais un message aux personnes qui nous regardent sur le live pour leur préciser que pendant cette table ronde, qui va durer 40 minutes, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en direct et j'aurai le privilège d'être votre porte-parole à l'issue de cette table ronde puisque nous aurons une séquence où nous échangerons largement. Si vous êtes prêts, Paris, allez-y. Merci Calix pour cette introduction joyeuse. Gênante peut-être aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui elle est gênante, mais en tout cas pas pour nous, si je puis me permettre. Et merci à, je ne sais pas où il est passé, à Ferris pour son intervention qui a mis une belle claque quand même. Ils vont décéder dans la coulisse. Ok. Il est impressionnant, c'est magnifique. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chauds. Waouh! Ah ouais! Est-ce que vous êtes chaud? Ah! C'est parce que j'ai jamais été artiste, donc je suis ravi d'avoir une opportunité de crier « Est-ce que vous êtes chaud ?» à un public. Merci de me donner cette opportunité. Écoutez, moi je m'appelle Benjamin, j'ai 35 ans. Cette information ne sert à rien, mais elle me déstresse. Et surtout, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, plutôt de vous retrouver, parce que ce n'est pas la première fois que je m'adresse à des membres du CJD. J'étais déjà là à la dernière RDR, et quand j'avais dit « Est-ce que vous êtes chaud ?», ils étaient super chauds. Donc bon, est-ce que c'est les mêmes personnes? Manifestement pas, hein. Ou alors c'était pas la même heure, il y avait quelque chose. Après c'était dans un cirque, je sais pas. Il y avait ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, il y avait un peu de folie. Voilà, donc moi je m'appelle Benjamin et mon métier c'est quoi? C'est d'une part de réaliser des aventures sportives pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection de l'environnement et d'autre part de donner des conférences, notamment en entreprise, pour parler de ces fameux sujets environnementaux, pour inspirer les collaboratrices et les collaborateurs sur cette thématique de la transition écologique et leur donner envie de s'engager. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que conférencier, je change de casquette puisque je suis là pour animer une table ronde avec des personnes très inspirantes qui m'ont rejoint. Mais cette table ronde, elle parle bien évidemment d'engagement plus particulièrement dans la transition écologique des collaboratrices et des collaborateurs. Et là, notre focus du jour, c'est plutôt sur les solutions, les outils qui sont à disposition des dirigeantes et des dirigeants pour réussir ce fameux engagement. Alors pourquoi on a besoin d'engager aujourd'hui nos équipes dans la transition? Je pense que vous l'avez vu comme moi ces dernières années, tous ces sujets environnementaux, ils montent beaucoup dans l'actualité. Il y a une accélération de la prise de conscience. Je sais que notamment c'est particulièrement vrai au CJD puisque Mélanie et ses équipes mettent le paquet là-dessus. C'est très bien. Donc voilà, il y a une accélération de la prise de conscience. Et une accélération de la prise de conscience, qu'est-ce que ça entraîne in fine? Ça entraîne une augmentation
des attentes des futurs candidats, des futurs talents de vos entreprises, mais aussi une augmentation des attentes de vos équipes déjà en place. Et cette augmentation des attentes, en fait, elle n'est pas juste ressentie, elle est même vérifiée dans les chiffres, dans les faits, puisqu'il y a beaucoup d'études qui le montrent. Notamment, il y a une étude qui a été menée par un institut d'études marketing commandé par le collectif d'étudiants qui s'appelle Pour un réveil écologique, si ça vous parle, qui est un gros collectif maintenant qui agit, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en 2022, ils ont fait une étude qui a montré en fait que 65% aujourd'hui des jeunes de 18 à 30 ans se disent prêts. Ils se disent prêts à quoi? Ils se disent prêts à renoncer en fait, à postuler dans une entreprise qui ne prendrait pas suffisamment en compte tous ces enjeux de transition écologique. Donc déjà, il y a un enjeu recrutement. Les nouvelles générations qui arrivent, elles veulent de l'écologie dans leur métier. Elles veulent ce sens-là. Et ça, va falloir l'adresser. C'est d'ailleurs un gros vecteur entre guillemets, de changement des entreprises. C'est oula, comment je vais faire face à cette génération? Mais pas seulement face à cette génération, aussi face à des gens en poste, puisqu'une autre étude commandée par l'ADEME, donc l'Agence française de la transition énergétique, qui a été réalisée en 2021, elle montre qu'il y a 68% des salariés dans nos entreprises qui souhaitent être formés sur ces sujets de transition écologique par leurs employeurs. Donc on peut bien le voir à travers ces chiffres, mais aussi à travers l'actualité, le ressenti, que en fait, pour rester attractif aujourd'hui, en tant que dirigeante, en tant que dirigeant d'entreprise, pour se différencier et pour renforcer sa marque employeur, il faut absolument adresser ces enjeux, et adresser ces enjeux avec ses équipes, ça veut dire quoi? Ça veut dire les former. Donc on a besoin urgemment de former nos équipes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de solutions encore connues. C'est un sujet qui est assez balbutiant, hein. Ça n'a que quelques années, cette transition écologique, versus la transformation digitale qui a déjà 20-30 ans. Et il y a pléthore de formations, de MOOC, de bootcamp, de ce que vous voulez, pour monter en compétences sur le digital. Mais sur l'écologie, c'est un peu plus balbutiant. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi donc 3 personnes inspirantes, 3 femmes qui sont d'ailleurs des dirigeantes d'entreprises qui proposent des solutions de formation et de sensibilisation à ces sujets de transition écologique. Donc plutôt que de les présenter moi-même, parce que ça ferait, je sais pas, ça ferait un peu patriarcat, je trouve, plutôt que de faire ça, je propose de vous présenter, et je propose de commencer par toi, Mathilde. Est-ce que tu peux en 2 minutes nous dire qui tu es? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Mathilde, je suis cofondatrice de l'association Ma Petite Planète. Effectivement, c'est une association, même si on a un modèle économique un peu particulier, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc moi, mon parcours, j'ai fait des études en économie appliquées à tout ce qui est problématique de pauvreté et d'inégalité dans les pays en développement. Après ça, je ne savais pas trop vers où aller. Du coup, j'ai fait une petite bifurcation par le secteur des transports. J'ai travaillé à l'autorité de régulation des transports. Et en fait, je ne me sentais pas complètement à ma place. Il me manquait cette part engagement. Et du coup, je me suis engagée dans une association qui a pour objectif d'intégrer les personnes exilées. Donc moi, c'était via des ateliers de conversation en français. Et mes 2 associés, c'est dans ce cadre-là que je les ai rencontrés. Eux, ils se sont rencontrés sur un terrain de basket dans une association qui intègre les personnes exilées via le sport. Voilà, donc c'est dans ce milieu associatif qu'on s'est rencontrés et qu'on a créé Ma Petite Planète. Et nous, on n'était pas forcément prédestinés à devenir entrepreneurs, à monter un projet. En fait, on est vraiment tombé, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, tombé amoureux du projet. Nous, on avait envie d'avoir de l'impact, d'embarquer du monde autour de nous, autour de ces sujets, à commencer par notre entourage. Pas facile de les convaincre de passer à l'action sur ces sujets-là. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on a monté l'association et c'est une aventure entrepreneuriale hyper chouette. Voilà, je passe la parole à Olivia. Après, j'aurai une 2e question pour Olivia. Merci beaucoup.
Merci Mathilde. Et non, on va d'abord passer la parole à Alice, si tu veux bien te présenter en 2 petites minutes. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Alice, j'ai 29 ans, je viens de cette belle région qui est la Haute-Savoie et j'ai emménagé il y a 1 an dans une tiny house, donc la décroissance et la sobriété c'est un peu devenu ma réalité et ce choix d'habitat m'a permis de réduire progressivement mon temps de travail et de préparer ma reconversion professionnelle. Et donc l'année dernière, j'ai cofondé l'agence Objectif Zéro, qui est une agence de formation des collaborateurs d'entreprise aux grands enjeux de la transition. Et donc on propose non seulement des conférences, des défis, mais aussi un atelier qui s'appelle Déclic et qu'on a créé l'an dernier avec l'équipe. Merci beaucoup Alice. Et donc, notre 3e intervenante, c'est Olivia, que vous connaissez probablement mieux que moi, puisque tu es membre du CJD, mais bien sûr, je te laisse te présenter aussi en 2 minutes. Alors, effectivement, je m'appelle Olivia, j'ai 39 ans. On s'en fiche aussi, mais j'ai envie de le dire, parce que la crise de la quarantaine, c'est quand même quelque chose. Si vous voulez partager avec moi sur ce sujet, je suis aussi preneuse. Dans la vie, donc, je suis JD depuis 13 ans. Depuis 2009, année où j'ai aussi créé mon entreprise qui s'appelle Machin Bidule avec mon conjoint, qui a donc suivi toutes nos pérégrinations personnelles. Et quand on a eu un déclic climatique dans notre vie, forcément, on a essayé de transformer notre entreprise en même temps, ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Machin Bidule, historiquement, c'est une agence de communication. Elle fait plutôt partie du monde d'avant, cette activité-là. Et on est en train d'essayer de la transformer pour en faire une agence qui accompagne les entreprises dans leur transformation de manière gaie et désirable. C'est notre credo, c'est de l'impact et de la joie. On est entreprise à mission depuis l'année dernière et voilà, on essaye tout ce qui est possible. Donc aujourd'hui, j'interviens un peu en tant que JD, un peu en tant qu'entrepreneuse, mais surtout en tant qu'animatrice d'un atelier qui s'appelle 2 tonnes. Je le dis bien parce que tout le monde entend d'automne, sinon. Et donc ça crée des confusions. Donc l'atelier s'appelle 2 tonnes et c'est un atelier hyper efficace, on va en reparler, mais qui crée ça, qui crée du désir et qui met en mouvement joyeusement. Et c'est ce qui me plaît. Génial, merci. Merci Olivia. Et merci, super intéressant, plein de casquettes à ton actif. Écoute, j'ai une première question pour toi. Comme ça fait déjà, tu disais 13 ans que tu as créé ton entreprise, c'est ça, et que tu accompagnes des entreprises dans leur communication. Moi, je voudrais savoir, pendant ces 13 années d'entrepreneuriat, comment tu as vu évoluer en fait, l'engagement des collaborateurs face à ce sujet de transition écologique. En fait, c'est marrant. Nous, on le constate parce qu'on a une activité d'agence de communication, beaucoup, et qu'on nous appelle, on nous donne des briefs. Et depuis 2-3 ans, 75% des briefs qu'on reçoit, c'est pour recruter. 75% des briefs qu'on reçoit, c'est des entreprises qui disent, là, j'ai vraiment tout essayé, mais faut que vous nous aidiez à recruter. Et moi, j'adore ce moment-là, parce que du coup, c'est un moment un peu en tête-à-tête avec un dirigeant, où on va pouvoir, il va nous faire un super beau brief avec plein de slides et tout, c'est merveilleux. Mais à un moment, quand on pose les vraies questions de mais pourquoi les gens devraient venir travailler chez vous? Les gens sont en quête de sens. Est-ce que vraiment, est-ce que travailler dans votre entreprise, ça répond à cette quête de sens? Alors évidemment, au CJD, on a des réponses à ça, donc c'est plutôt chouette. Mais on n'est jamais que 5000 en France et on est une toute petite partie de l'entrepreneuriat français. Et donc, on a beaucoup de boulot pour essayer de convaincre les collaborateurs. Au début de l'atelier 2 tonnes, je fais toujours un icebreaker qui s'appelle le CIA. Le CIA, le C, c'est pour donner une note sur 10 pour votre niveau de connaissance du sujet du climat. I, c'est pour l'inquiétude. Et A, c'est pour l'action. Et donc, si on se représente, on fait un petit tour de table. On est une dizaine, une quinzaine, et chacun va dire mon niveau de connaissance, c'est 2, 3, mon niveau d'inquiétude, c'est 4, 5, et puis l'action, non, je ne fais pas grand-chose, honnêtement. Mais chacun s'autonote, on n'est pas du tout dans le jugement. Et en fait, quand on fait un tour de table, pas une seule fois, j'ai 20-25% des gens qui sont à 10 en niveau d'inquiétude. Et qu'on soit soi-même inquiet ou pas, en fait, ça génère quelque chose, en fait, quand on entend
qu'on a des collègues, des parents, des proches qui sont à 10 en inquiétude, on ne peut pas rester neutre en fait par rapport à ça. Et donc ça fait bouger. Voilà ce que je crois. Ok. Oui, effectivement, de plus en plus de gens sont à 10. Et avant, c'était ça aussi, au début L'atelier d'automne, il n'existe pas depuis suffisamment longtemps pour que je puisse en juger moi-même. Ouais. Mais non, enfin, j'ai pas le sentiment. Et puis, j'ai pas le sentiment que c'est un sujet de jeunes non plus. Même si, évidemment, les jeunes vont avoir à vivre là-dedans. Mais en fait, c'est nous qui sommes aux manettes aujourd'hui, c'est nous qui sommes aux commandes. Et donc le niveau d'inquiétude, il concerne tout le monde. Je ne sais pas combien de pourcentage ici se dirait éco-anxieux. Moi, c'est un terme avec lequel je me débats tous les jours parce que c'est une forme d'anxiété qui est quand même assez profonde, je pense. Et comme l'espoir vient de l'action, on essaye de se bouger. Ouais, effectivement, agir rend heureux, je crois. Là, tu viens de parler des jeunes. Je crois que c'est particulièrement prégnant chez les jeunes, cette inquiétude environnementale. Toi, Mathilde, tu côtoies beaucoup ces jeunes à travers les défis Ma Petite Planète, puisque c'est une audience que vous adressez beaucoup. Qu'en penses-tu? Comment vois-tu leurs réactions? Comment tu les sens par rapport à ces sujets-là? Je rejoins un peu ce qu'a dit Olivia sur l'éco-anxiété. C'est vrai que nous, on côtoie tous les âges, de la maternelle jusqu'à des personnes qui sont dans des EHPAD, qui ont participé au challenge Ma Petite Planète. Donc on discute avec des personnes qui viennent de milieux différents, qui ont des âges différents. Chez les jeunes, tu l'as un peu dit en introduction, c'est un critère de choix, c'est un des principaux critères de choix pour rejoindre une structure. Là, moi, j'ai cité plutôt une étude de Act for Now qui a été faite sur des salariés directement et qui nous montre que la moitié des jeunes diplômés, donc Bac+3 et au-delà, ont comme critère principal pour rejoindre une entreprise le fait qu'elle soit engagée sur ces questions de transition. Et c'est un tiers qui est prêt, toi tu disais 65% de tous les jeunes, là c'est sur les salariés, un tiers qui est prêt à renoncer. Et c'est un quart pour le reste de la population de cette étude. Donc c'est quand même assez significatif. Et si les arguments, si tout le discours de Ferris ne vous a pas convaincu, si l'urgence climatique ne vous... ça ne fait pas tilt, et ce que je peux comprendre, il y a aussi des arguments très, très terre à terre. En fait, c'est important de retenir des jeunes qui sont engagés, qui ont envie de s'impliquer. Quand on voit aujourd'hui le coût d'un turnover pour un jeune diplômé, c'est à peu près 35% de son salaire brut annuel. Ça peut aller jusqu'à 9 mois de salaire pour des personnes plus expérimentées. Donc voilà, il faut des arguments très 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 rationnels terre à terre pour des dirigeants d'entreprise, et ce qui est tout à fait entendable. Je pense qu'il faut prendre en considération les envies des jeunes et ce qui les motive à venir chez vous et à rester chez vous. Effectivement. Les jeunes, moi je côtoie pas mal les jeunes dans mes conférences et c'est assez impressionnant à quel point ça les inquiète, à quel point ils sont dans l'attente sur ces sujets-là. J'ai le droit de dire un tout petit truc. Allez. Parce qu'en fait, on se fait peur avec ces chiffres de 75% sont prêts à quitter nos boîtes et tout. C'est juste. Mais il y a aussi tous ceux qui sont prêts du coup à venir chez nous. Si on a fait le boulot, moi je le constate, j'ai une agence, on est petit, on est au Mans en termes de désirabilité pour le territoire, on a vraiment trouvé mieux. Ça. On n'est pas du tout ceux qui payons les mieux les gens. Bon, c'est propre à notre marché, mais bon, on ne peut pas non plus. Et franchement, quand on fait passer une offre, les gens, ils candidatent pour les bonnes raisons. Et donc ça, c'est aussi canon, quoi, de le voir du côté positif de la force. Ouais, c'est clair. Bravo. Bravo. Donc là, on a eu des points de vue de personnes qui travaillent avec ces entreprises, donc un peu extérieures à ces entreprises. Alice, toi, tu as un parcours intéressant puisque tu viens de passer plusieurs années dans une grosse PME. Comment, en tant qu'employé d'une structure de cette taille-là, pas de l'ancien monde, mais comment, toi, as-tu vécu ces choses-là de l'intérieur ? Oui, moi j'ai travaillé 5 ans pour un grand groupe européen et c'est vrai que j'ai vu les choses évoluer depuis 5 ans. Il y a 5 ans, je pense que c'était un sujet, mais un sujet parmi d'autres. Petit à petit, c'est devenu un sujet prioritaire et aujourd'hui, je pense que c'est un sujet vraiment incontournable. Donc j'ai vu que le sujet prenait de l'ampleur et puis moi, en parallèle de ça, ma conscience écologique grandissante
j'ai senti ce fossé, ce décalage entre ce que j'avais envie de faire, ce qui me semblait important de faire, et ce qu'on arrivait à faire concrètement. Et du coup, j'ai senti ce décalage, cette dissonance cognitive. Et petit à petit, on va dire que j'ai ressenti un petit peu une baisse de ma motivation parce que concrètement, j'avais l'impression que je passais plus de temps à expliquer pourquoi c'était important qu'on agisse plutôt qu'à concrètement faire. Et ça a été un petit peu épuisant. Donc, même si on faisait des choses, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je pense que j'aurais plus d'impact à mettre mon énergie ailleurs directement. Et c'est pour ça que j'ai entamé cette reconversion-là. Ok. Et donc, pour peut-être éviter cette fuite des talents, face à tes attentes en tant qu'employé, quelle attitude en fait une dirigeante ou un dirigeant d'entreprise, selon toi, doit adopter? C'est une grande question. Ouais. Désolé, ça fout la pression là. Déjà, je pense que c'est pas tout le monde écoute. C'est pas un rôle facile. Puis moi, j'ai une toute petite expérience professionnelle, donc je ne sais pas si je suis la plus légitime pour répondre, mais je peux donner mon point de vue en tout cas en tant que salarié, ce qui m'a aidé à essayer de trouver du sens. Déjà, je pense que ça a été important pour moi que mes questionnements ils soient entendus, qu'ils soient considérés comme légitimes et qu'ils ne soient pas tournés en dérision. Un exemple tout bête, lorsqu'il y a 2 ans, j'ai dit à ma manager qu'aujourd'hui, c'était plus OK pour moi de prendre l'avion pour un séminaire de 48 heures ou 24 heures. Ça a été tout de suite entendu et pas débattu. Donc ça, à un moment où je commençais à trouver de moins en moins de sens dans mon travail, ça a été vraiment important pour moi qu'elle ait cette attitude-là, ma manager directe. Hyper intéressant. Ouais. Ensuite, je dirais faire preuve un peu d'humilité dans le sens où c'est un sujet qui nous dépasse un peu toutes et tous et qu'on ne sait pas toujours comment agir, qu'on a peur de se planter, mais finalement se planter c'est peut-être moins grave que de ne pas essayer du tout. Et il y a, je pense, 1 an, j'ai mon N+2 avec qui j'étais du coup peu en contact au quotidien, qui a appris par un de mes collègues que j'avais une formation au tourisme durable, que j'avais travaillé pour l'association italienne du tourisme responsable et il avait besoin de changer une collection standard pour une collection éco-responsable. Et en fait, il est venu me trouver pour me demander des conseils, pour me dire qu'il atteignait un petit peu les limites de ses compétences et qu'il avait envie de bien faire les choses. Et donc, toute proposition, initiative était la bienvenue. Et même si moi j'avais envie qu'on aille plus vite et plus loin, je trouvais que sa démarche était super pertinente. Donc ça, c'est le deuxième point qui a été important pour moi. Et enfin, je pense que c'est primordial de faire monter en compétence ces équipes parce que c'est un sujet qui devient tellement central et en même temps hyper transversal dans une entreprise que c'est important qu'il y ait une harmonisation des connaissances et des compétences dans toutes les équipes. Donc ça veut dire former pas seulement le COMEX ou le CODIR, mais vraiment l'ensemble des services dans la mesure du possible. Et ça peut passer par plein d'outils, que ce soit des webinaires, des jeux, des challenges, des défis, des conférences, des ateliers, on en reparlera. Mais il y a plein de choses possibles. Tout, c'est que ça soit assez régulier pour qu'il y ait des piqûres de rappel assez souvent et que la dynamique continue tout au long de l'année. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Donc je retiens qu'il faut être humble face à ces sujets-là, qu'il faut être bienveillant par rapport aux attentes des équipes, que c'est extrêmement important de se former parce qu'on n'a pas été éduqué à ces sujets-là, on manque toutes et tous de connaissances. Olivia, toi qui travailles beaucoup avec des cadres, qui accompagnent des entreprises, est-ce que tu as d'autres conseils pour le management sur ces sujets de transition écologique? Ouais, des conseils, des trucs que je trouve intéressants. En fait, ce processus de transformation, il est passionnant à faire et en vrai, il est passionnant à faire de manière collective avec ses parties prenantes et par exemple travailler sur sa raison d'être.
C'est quelque chose d'assez fondamental qu'on fait beaucoup ici et bien. Et le faire avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses partenaires, c'est un moment qui est hyper puissant et qui nous révèle des choses à nous-mêmes qui sont incroyables. Moi, j'ai fait ça il y a 2 ans. J'avais que des clients et des partenaires autour de la table et on a pourtant discuté une journée du truc. Pas une seule fois, ils ont parlé de communication. Pas une seule fois, ils nous ont dit que la valeur de ce qu'on apportait dans leur boîte, c'était de la communication. Et pour moi, c'était renversant. Ça m'a fait dire qu'ok, je pouvais bouger de manière un petit peu radicale. Après, il y a effectivement les ateliers qu'on anime au quotidien, mais il y a plein d'autres trucs qui existent aujourd'hui. Je pense à The Week, par exemple, qui est une initiative assez canon de Frédéric Laloux, je crois qu'il s'appelle. C'est un couple qui a monté un site internet, c'est absolument gratuit, et c'est pour se former collectivement. Donc il y a 3 vidéos d'1 heure à regarder par groupe de 4-5, et ensuite il y a une séance de débriefing qui est organisée par vidéo. Franchement, c'est un super outil pour comprendre, quoi, et pour s'intéresser à la chose. Moi, je trouve que tout ce qui est collectif est bon à prendre. Et puis après, on a assez d'outils au CJD entre Balance ta tonne, l'entreprise à mission. Non mais la performance globale, merci, allez-y, s'il y en a plein que j'oublie, c'est obligé. L'économie de la fonctionnalité, on a plein de concepts en fait, faut rentrer dedans et y aller sérieusement, quoi. Mais il y a de quoi faire. Oui, c'est vrai que vous avez plein d'outils, j'avais un peu découvert les balances Taton, etc. Bravo pour tout ça. Et Mathilde, donc désolé, je te ramène toujours vers les jeunes. Mais parce que tu travailles avec les jeunes. Et donc, pour toi, quid de l'attitude en fait d'une entreprise sur ces sujets-là face aux jeunes, face aux futurs recrues, quelles sont l'attitude à adopter de la part des dirigeantes et dirigeants? Alors, il y a certaines choses que je vais expliquer sont peut-être plus vraies pour les jeunes, juste pour vous rassurer, on n'accompagne pas que des jeunes et dans les participants au challenge, comme je disais tout à l'heure, il y a tous les âges, il y a des personnes qui ont en fait ça m'a hyper marqué, ces personnes qui ont participé dans l'EHPAD et qui nous ont fait des témoignages en disant mais si j'avais su et je suis désolée pour mes petits-enfants, etc. Donc c'était assez fort, c'était au début de l'aventure en plus, donc ça m'a beaucoup marqué. Mais du coup, pour revenir sur l'attitude à avoir, moi je dirais que ce qui est important, c'est de faire en sorte que tout le monde soit partie prenante et de rendre les gens un peu acteurs de ces changements. Et d'autant plus pour les jeunes qui n'ont pas envie de retourner sur les bancs de l'école, est-ce qu'on leur dise voilà ce qu'il faut faire, pas faire, et est-ce qu'ils soient passifs à écouter une personne leur dire comment agir pour ces sujets-là. Mais ça ne concerne pas que les jeunes, je pense que tout le monde a envie d'y prendre part, et d'autant plus dans des structures à taille humaine où tout le monde a sa connaissance terrain et peut faire remonter des idées de choses qui très concrètement pourraient permettre d'aller dans le bon sens, d'avancer dans ces sujets de transition. Et même si vous avez une idée très claire de là où vous voulez aller, vous avez peut-être fait un bilan carbone, vous avez peut-être une direction qui est écrite, il faut à minima que les collaborateurs ils comprennent là où vous voulez aller. Il y aura des choix qui ne seront pas forcément toujours les plus faciles et il faut que toutes les parties prenantes adhèrent et comprennent pourquoi vous allez dans cette direction. Donc rendre les gens acteurs, les impliquer au maximum. L'approche collective, je rejoins Olivia à 200%. Nous, si on s'est associés à 3 et qu'on a créé une association, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on croit vraiment à la force du collectif. On veut en faire un mouvement assez large. Il y a plus de 200 bénévoles qui nous aident aujourd'hui sur le sujet. Et en fait, on a cette approche collective parce que, en fait, pour la petite histoire, Ma Petite Planète, ça s'est inspiré d'une application autour du football que peut-être certaines connaissent. Et en fait, on avait plein d'amis qui jouaient à ce jeu-là, et ça nous rendait fous. On était là, mais il faut que l'écologie, ça devienne un sujet aussi fédérateur, aussi fun, aussi grand public que le sport. Il faut qu'on crée le mondial de l'écologie. Et parce qu'en fait, un des freins principaux qu'on entend beaucoup, que les gens nous remontent, c'est de dire en fait, ça ne sert à rien, moi, à l'échelle individuelle, je ne vais pas avoir d'impact. Donc, ce n'est pas ma responsabilité, c'est plutôt à mon entreprise d'agir, c'est plutôt au gouvernement d'agir. Et nous, on leur dit, je comprends, mais en fait, ce n'est pas vrai. Déjà, vous avez de l'impact à l'échelle individuelle. De toute façon, pour que les entreprises bougent, les entreprises et les gouvernements sont des sommes d'individus. Et en fait, quand vous êtes des milliers à passer à l'action, à faire la même action en même temps, et peut-être qu'on le verra tout à l'heure dans les chiffres, oui, ça a de l'impact. Et c'est ce qu'on essaie de montrer. Et c'est pour ça que nous, on a ce fonctionnement où en fait, on fonctionne par édition, tout comme il n'y a pas des mondiales
tous les jours à la carte. Voilà, c'est ça qui nous motive, voilà, fédérer les gens au même moment. Et puis peut-être un dernier mot, c'est changer la façon dont les gens voient les choses. Et tu as eu raison, Olivia, tout à l'heure d'intervenir en disant il faut qu'on parle de ce sujet-là de façon positive. C'est vrai que là, quand on en parle, c'est hyper déprimant. Moi, j'ai l'impression d'être la relou de service à table, au repas de famille, clairement. Parce qu'en fait, c'est des sujets qui sont vus très contraignants, alors qu'en fait, non, il y a un champ des possibles infini. Il y a plein de choses à changer et ça peut être fun, et surtout quand on s'y met à plusieurs. Voilà. Je compatis sur le relou de service. Moi, j'étais le relou de service de mon groupe WhatsApp pendant longtemps. Bon, bah écoute, tu nous as un peu teasé ma petite planète. Est-ce que tu peux, alors je pensais que ça montait le temps, mais non, ça descend, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes, c'est quoi en fait un défi ma petite planète, et voilà, genre nous raconter ça. Alors, un défi ma petite planète, ça va être aller au travail à vélo, faire un ramassage de déchets avec ses collègues, rédiger une charte du numérique sur comment utiliser les appareils, les boîtes mail, etc. C'est assez large. Et en fait, pendant 3 semaines, l'objectif, c'est que les collaborateurs, collaboratrices valident un maximum de défis qui vont avoir un impact positif, qu'ils le fassent ensemble. C'est un jeu par équipe, c'est toujours le collectif. Et voilà, là, vous avez un peu les chiffres d'impact de la dernière édition, ce que je vous disais tout à l'heure, mis bout à bout, tous nos gestes, oui, ça a de l'impact. Une partie des entreprises qui ont participé, j'ai plutôt mis les PME, j'ai cru comprendre que là, on avait plutôt des personnes en face de moi qui étaient dans des PME ou des ETI. Et il faut savoir, peut-être c'est un mot sur ma petite planète, sur le modèle économique, parce que c'est important. En fait, les entreprises qui participent, entreprises, collectivités et universités, tous ces groupes-là participent en même temps sur les mêmes éditions adultes. C'est une prestation de service, mais c'est ça qui nous permet de continuer à proposer le challenge gratuitement au grand public et aux enseignants et enseignantes qui souhaitent sensibiliser leurs élèves de la maternelle jusqu'au lycée. On a fait un peu les calculs et du coup, c'est pas pour un produit acheté, un produit offert, c'est pour un salarié sensibilisé. On a à peu près 6 élèves qu'on arrive à embarquer sur les versions scolaires. On vient de finir une édition, il y avait 53 000 élèves, donc c'était hyper motivant. Franchement, c'était hallucinant tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, dans les grandes lignes, 3 semaines de challenge, un max de défis à réaliser en équipe, et voilà l'impact de la dernière édition. Super, ah ouais, et puis bravo, ouais. 5, ouais. Ouais, et finalement, je me dis que le fait qu'il y ait autant d'élèves pendant un défi, il y ait des entreprises aussi qui participent au même défi, c'est une belle manière de faire de la marque employeur, quoi, de montrer à tous ces potentiels futurs talents oui. Et puis qu'on est là. À la fin, on communique sur les entreprises qui ont participé, les universités participent en même temps, donc les étudiants voient quelles sont les entreprises qui ont participé. On ne communique pas les classements inter-entreprises, on ne veut pas être dans une démarche culpabilisante, mais yes, tout le monde voit qui fait quoi. Génial, merci. Donc là, ma petite planète, c'est plutôt porté sur le passage à l'action. Si je résume. Et il y a une autre étape qui est intéressante dans la sensibilisation, c'est quand même la compréhension de tous ces enjeux. Et pour ça, il existe plusieurs ateliers collaboratifs d'intelligence collective. Vous connaissez sûrement la fresque du climat, qui est peut-être le plus connu et qui vient de dépasser les 1 million d'ailleurs de personnes sensibilisées cette semaine, je crois. Mais il en existe d'autres, notamment 2 tonnes. Et pour 2 tonnes, je laisse Olivia nous pitcher ça en quelques minutes, parce que le temps passe. Si tu peux nous présenter. Ok, l'atelier 2 tonnes, du coup ça part de la COP21, accord de Paris, etc. Donc le bilan, ça parle carbone et ça parle que carbone. Donc c'est effectivement, j'en parle direct, c'est le défaut de l'atelier, c'est qu'il parle que du carbone. Après, il parle bien du carbone. Donc aujourd'hui, le bilan carbone moyen d'un Français, c'est autour de 10 tonnes. D'ici 2050, on va tous devoir passer à 2 tonnes. Ça, c'est le postulat de départ. C'est le GIEC qui l'a dit, et le GIEC, comme ils sont nombreux et talentueux, ils ont raison. Et donc, à partir de là, en fait, c'est un jeu de tonnes, et on va se réunir à une quinzaine de personnes. On démarre par son bilan carbone personnel qu'on a fait sur l'outil.
qui va jamais être révélé à tout le monde d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas un moment à assumer son bilan carbone personnel devant un collectif, ça se passe pas comme ça, on n'est pas dans le jugement des uns et des autres. Et on arrive et on va avoir des phases de jeu, il y a 8 phases de jeu. Ces phases de jeu, c'est des actions que je vais mettre en place. Il y a les phases individuelles où on va travailler son alimentation, son logement, son transport, etc. Et il y a des phases qui sont, à mon sens, hyper intéressantes, qui sont des phases collectives, où à un moment, on va se mettre dans la peau du gouvernement et on va devoir prendre des décisions collectives qui vont avoir de l'impact sur toute la population française, où on va se mettre à la place d'organisations, comme on est là, qui peuvent prendre des décisions ou pousser telle ou telle action auprès du gouvernement, par exemple. Et en fait, on voit à chaque fin de tour, en termes de bilan carbone, on voit à combien on est de tonnes. Et l'idée, c'est d'arriver à 2 tonnes en 2050, donc après les 8 phases de jeu. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'à la fois, c'est très concret, donc on voit descendre, et il y a un côté empowerment, quoi. J'ai pas le mot français pour ça, mais il y a un côté, on se rend compte à chaque fois que c'est possible et qu'à chaque fois, ça baisse. Et comme à chaque fois que ça baisse, c'est déjà une petite victoire, il y a un côté très encourageant dans le dispositif. Et puis surtout, ça permet aux gens de commencer à piger quelque chose à ces ordres de grandeur du carbone, parce qu'éventuellement, nous, on a fait des bilans carbone, on a commencé un peu à se rencarder sur le sujet, mais en vrai, le particulier, le commun des mortels, c'est pas quelque chose qui lui parle énormément, quoi. Donc moi, j'aime bien faire des ordres de grandeur un peu rigolos aux gens, du genre, combien il faut de saucisses pour faire une merguez? Ouais, c'est vrai, c'est pas équitable, une saucisse et une merguez. Il en faut 5, vous le saurez. Mais en fait, c'est hyper concret et c'est intéressant parce que les gens se rendent compte que en fait, tous les jours, on manipule du carbone et chaque choix qu'on va faire, de prendre sa voiture ou de prendre son vélo, il a des conséquences sur notre bilan carbone. Et voilà. Et à la fin de ça, alors on peut le faire entre collègues, avec ses salariés. Moi, je l'ai fait la première fois avec mes salariés et en fait, je leur ai demandé de venir accompagner. Donc certains sont venus accompagner de leur mère, donc de leur ado. Et c'était assez génial du coup comme moment parce qu'on partageait vraiment sur des modes de vie et c'était passionnant. Et à la fin, ce que disent les gens, contrairement peut-être à l'effet que génère la fresque du climat, qui a un côté un peu glaçant, nécessaire mais glaçant, le 2 tonnes, il n'a pas du tout cet effet-là. Il a un effet de « Ah, mais en fait, ça je peux faire, ça je peux faire, ça je peux faire. Franchement, je m'y mets demain. » Et tous les gens que j'ai vus passer par l'atelier, ils ont changé quelque chose dès le lendemain. Trop bien, hyper intéressant, bravo. Et juste pour finir, pardon, quand on a échangé il y a quelques jours, tu me disais que tu adorais faire des ateliers avec des gens qui ont une grosse empreinte carbone. Ouais. Comment faire pour pas les faire trop culpabiliser pas mon côté et que ça crée pas non pas de l'engagement mais du rejet, quoi. Ouais, absolument. Alors c'est vrai que la difficulté en fait, c'est de les faire adhérer à l'atelier, mais ça j'ai plein de petites techniques personnelles pour essayer parce que c'est quand même un moment cool en fait où ils apprennent vraiment des choses. Et c'est vrai que moi mon kiff c'est de faire cet atelier avec des gens qui ont des bilans carbone de départ de 20 tonnes, enfin voilà, même plus, parce que là c'est hyper utile et que se rendre compte. Je sais pas, est-ce qu'on a le slide avec Je pense, oui, si on demande à la régie. Je sais pas, un slide avec une courbe qui baisse comme ça. Ouais, moi je suis scientifique, hein, vraiment. Non, on n'a pas besoin de slide, tu le fais très bien. Voilà, vous l'avez vu. Tu fais très bien. Et donc 2 tonnes, ça ressemble à ça en fait. Hein. À chaque étape, on va voir les bilans carbone de chacun diminuer. Et je voulais juste vous raconter ce qu'on voit là-haut. Là, on a quelqu'un qui démarre avec un bilan carbone à 21 tonnes, tout en haut, là, bien au-dessus des autres, et qui, en un tour de jeu, passe de 20 tonnes à 9 tonnes. Et juste ce gars-là, à un moment, il a joué une carte. Et une carte, elle a fait diminuer comme ça son bilan carbone. C'est un gars qui travaille à 100 km de chez lui, qui fait des allers-retours en voiture tous les jours pour aller bosser. Et la carte qu'il a jouée là, c'est de changer sa bagnole. Et en fait, clairement, le lendemain, le gars qui est JD, accessoirement, qui a des collaborateurs, il m'appelle et il me dit « Bon, alors, 1, je change ma voiture, 2, je change toute la flotte automobile de mes collaborateurs. » Quand on visualise à ce point-là l'impact que ça a, et c'est une décision hyper facile, et ben en fait, ça passe à l'action. Ah oui, coûte cher l'atelier là. Merci Olivia. Et on va terminer donc avec toi, Alice, qui donc a fondé un autre atelier de sensibilisation des collaborateurs, à savoir l'atelier Déclic. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Oui, alors l'atelier Déclic, c'est un atelier qui est récent, qu'on a créé fin 2022.
et dont l'objectif est de comprendre ce que la vie en sobriété peut nous faire gagner. Et donc pour ça, on a une première partie qui s'appelle désordre et qui porte sur les ordres de grandeur de nos consommations. L'idée, c'est de réaliser qu'aujourd'hui, notre modèle de société, il est ni soutenable sur le plan environnemental, ni souhaitable sur le plan social. Donc pour ça, on va travailler sur les ordres de grandeur de l'empreinte carbone, mais aussi de l'empreinte eau, qui est un gros sujet en ce moment, dans l'empreinte énergie, de l'empreinte matières premières. Et on va réaliser qu'on surconsomme. Et en parallèle, sur le plan social, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mal-être, de burn-out, d'insatisfaction générale, de manque de temps, de manque de liens aussi. Et donc une fois qu'on a fait ce petit choc émotionnel, on va réfléchir aux solutions pour réduire nos consommations. Et on va découvrir ces solutions par le prisme des co-bénéfices associés. Donc un co-bénéfice, c'est quoi? C'est un avantage direct qui découle d'un changement d'habitude. Donc par exemple, on va parler du vélo qui peut être non seulement bien pour réduire ses émissions de CO2, mais qui permet de faire du sport et donc d'être en bonne santé, qui permet de plus dépenser de l'argent en péage, en parc-mètre, plus perdre de temps dans les bouchons, à chercher une place, etc. De plus payer d'abonnement à la salle de sport à laquelle on ne va de toute façon jamais. Donc voilà, on essaie d'insister sur tous ces co-bénéfices-là et en fait ça permet de renvoyer à des situations qu'on a tous vécues et finalement ça permet d'engager les collaborateurs même si de base ils sont plutôt réticents au sujet. Là on voit vraiment les avantages directs à très court terme dans notre quotidien qu'on va pouvoir gagner. Super, ouais, c'est bien pitché. Merci. Voilà. Ah, bah voilà. Non, mais écoutez, on a... merci pour les présentations de cet atelier. Je crois qu'on vient de découvrir 3 outils complémentaires et super intéressants pour engager ses collaborateurs, ses collaboratrices dans la transition écologique. Ça a par ricochet l'effet en général de fidéliser ses équipes et d'attirer les talents parce qu'on est à la page, parce qu'on s'investit. Un grand merci à vous 3 pour vos témoignages, pour vos partages d'expériences. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Oui, je pense qu'on peut les applaudir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci à Calix de me rappeler que je dois arrêter. Voilà. Je suis navré, Benjamin. Croyez bien que je le regrette. Mais nous avons un moment d'échange. C'est-à-dire que nous gardons ces personnes sur la scène. Le public a des questions inévitablement qui le taraudent depuis le début de cette table ronde. Sur les internets, les gens par le truchement du site peuvent nous transmettre leurs questions. Des questions, il va y en avoir. Et nous allons les poser. Alors... on va mettre un peu de lumière dans le public comme ça, nous allons voir qui a envie de lever la main. Et ces jeunes personnes qui sont les chaisières du Trianon ont pour mission de se précipiter vers vous avec des microphones afin de répondre à vos questions. Et moi, on m'a confié une tablette sur laquelle doivent arriver des questions. Eh bien, ça tombe bien, j'en ai une. Première que je vous pose. C'est de Lucie. Nous sommes tous confrontés à des problèmes de plus en plus importants de recrutement, quelle que soit notre activité. Plus qu'une perte de sens, c'est une absence totale d'envie de travailler, des nouveaux entrants sur le marché du travail et vouloir profiter de la vie auquel nous sommes confrontés. Comment un engagement de nos entreprises pour l'environnement peut pallier cette nouvelle façon de penser et donner envie aux candidats de travailler? Point d'interrogation, c'est très joliment formulé. Je vous laisse vous débrouiller avec les réponses que vous voudriez apporter. Voilà. Je salue Lucie qui nous regarde et qui est en train de formuler la deuxième des questions qu'elle a sous le coude. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat que fait Lucie? Si oui, sinon, quelles sont les réponses et comment vous pouvez... Voilà. En fait, j'allais commencer par dire ça, que je ne suis pas vraiment d'accord. J'ai vu à votre œil que c'est ce que vous alliez dire, c'est pour ça que... Merci. Non, mais en fait, je pense que c'est une incompréhension
de la quête de sens. Alors, il y a Salomé Saké qui va venir tout à l'heure, et je crois qu'elle en parlera très très bien hein, du rapport à la jeunesse, donc j'ai pas envie de parler à sa place. Mais simplement, en fait, je pense que c'est une incompréhension effectivement de différents rapports au travail. J'ai effectivement plein de dirigeants, copains, qui me disent ça, ouais, mais quand même, vraiment, ils en foutent plus une maintenant et tout, c'est incroyable. Et moi, en fait, j'aime bien dire, est-ce que c'est pas eux qui ont raison, quoi? Est-ce que c'est pas eux qui ont raison de rentrer chez eux le soir et d'avoir la tête claire et d'avoir du temps de qualité pour être avec leur famille et avec ceux qu'ils aiment? Est-ce que c'est pas eux qui ont raison d'aller faire du sport le soir parce qu'ils ont envie d'être en bonne santé? En fait, moi, je crois qu'on doit s'inspirer d'eux. Et plutôt que d'arrêter de bosser comme des couillons jusqu'à 21h tous les jours, on s'inspire d'eux et puis on va réussir à être plus heureux tous ensemble, quoi. La semaine de 4 jours. La fameuse semaine de 4 jours qu'on veut tous, sauf quand on emploie peut-être, je sais pas. On aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs dans la toute prochaine table ronde, cette fameuse semaine de 4 jours. Personne d'autre ne souhaite répondre à Lucie? Non. Est-ce que dans la salle, il y a une question, puisque du côté de la tablette, plus personne ne me parle? La première, c'est la plus dure. Oui, comme on dit dans ces cas-là, est-ce qu'on passerait tout de suite à la deuxième? Numéro 3. C'est vous, jeune homme. Levez-vous. Dites-nous qui vous êtes. Présentez-vous. Ouais, c'est Gilles à Épinal. Bonjour Épinal. Dans les Vosges. 88. Voilà. Bravo. Olivia, comment on peut faire un atelier d'automne dans la section d'Épinal? Voilà, la question est directe. Alors en fait, des ateliers, des animateurs d'automne, il y en a un peu partout dans le pays. C'est un peu comme sur le modèle de la fresque du climat. Donc si vous allez sur le site, vous allez pouvoir probablement trouver des animateurs qui sont près de chez vous. Moi, je pourrais le faire moi-même, mais si à un moment je commence à faire un tour de France des sections, ce sera pas le truc le plus écologique du monde en plus. mais donc regardez, de souvenir, je crois qu'il n'y a pas loin de 1000 personnes qui sont formées en France aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas animer de manière professionnelle, c'est simplement le problème. Donc quand on est dans l'entreprise, c'est une autre type d'animation. Mais en section, ouais, carrément, organiser ça dure 2h30 et je pense que les gens sortent grandis, quoi. Allez, à Épinal, c'est très joli. Je vous le conseille. C'est une recommandation. J'avais une question qui s'était présentée par là, et c'est une jeune fille qui lève la main. Bonjour, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Parce que je ne reconnais pas votre costume folklorique traditionnel. Bonjour, je m'appelle Mélinda. J'ai 29 ans. Oh, ça va, personne rigole. Non, c'est crédible. C'est crédible. C'est l'essentiel. Ça passe crème. Ouais, alors moi j'ai une question avec, je pense que Pénélope, elle sera carrément d'accord avec moi en fait. Pour Olivia, tu parles d'actions mises en place au sein de ton entreprise, chez tes clients, etc. Comment tu fais pour que ça fasse pas du fake en communication derrière? Comment t'en parles? Comment tu valorises tes actions? Que ça fasse pas du gros greenwashing. En gros, comment vous déféquez? Pardon? Ok. Ah, l'américaine, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas greenwashing. d'ambiguïté dans ma question, Le évidemment. sujet est le greenwashing. Greenwashing. Non, mais en fait, moi, c'est un vrai truc, ça, parce que je fais de la communication et du climat, donc effectivement, je suis confrontée au truc tous les jours. Et de ce que je constate, les gens font des choses, mais ils ont hyper peur d'en parler. Parce qu'ils ont hyper peur de se faire taper dessus, en fait. Et alors, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut comprendre, nous qui sommes ici et qui parlons du climat, c'est-à-dire qu'à peine on a ouvert la bouche, les gens vont nous dire « Bah oui, mais t'es pas cohérente, t'as des baskets. Bah oui, mais regarde ton smartphone. Franchement, si t'étais vraiment écolo, tu ferais pas ça. » Et en fait, on est dans cette espèce de... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais on va toujours chercher les contradictions chez les gens qui s'engagent. Et c'est hyper fatigant, en fait, quand on est, d'une certaine manière, porte-parole du climat. Et en tant qu'entreprise, en fait, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'on a peur de parler parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait. Mais on ne le sera jamais parfait. Mais par contre, le pouvoir de parler, et d'ailleurs on le voit dans l'atelier d'automne, il est conçu aussi comme ça pour travailler l'influence, parce que l'idée c'est pas d'être parfait et d'être le meilleur de la bande, c'est de réussir à embarquer avec soi un maximum de personnes pour que collectivement on ait de l'impact. Et donc en fait personne n'est parfait, personne ne le sera jamais, mais par contre si vous ne parlez pas, si vous dites pas, et d'autant plus ici dans un mouvement où il se passe des belles choses, et ben en fait on n'inspirera personne, quoi. Et toutes les autres entreprises qui sont pas JD, qui
vivent pas ce qu'on vit, on va pas les embarquer. Donc le greenwashing, c'est un truc contre lequel je me débat un petit peu, parce qu'en fait, il faut pas que ça empêche l'action, il faut pas que ça empêche l'influence. 100% Non, c'est bien. Ouais. Ouais, j'ai une phrase pour ça, je dis quand on marche sur des œufs, on n'avance pas bien vite. Est-ce qu'on peut noter cette phrase? Elle est bien. Alors, en attendant que vous trouviez des questions à poser à Alice et à Mathilde qui n'ont pas encore répondu à vos questions, j'ai une question pour Benjamin sur ma tablette. Est-ce que vous auriez une bonne recette de bouillabaisse bio? What? Quoi? Est-ce que vous auriez une bonne recette de bouillabaisse bio? Alors, moi, je mange pas de poisson, donc déjà, c'est mal barré. Voilà, ça répond plus à la question. Voilà. Bouillabaisse sans poisson. Sans poisson, bio, ouais, ça commence à être compliqué. Ça fait un bouillon. Ça fait un bouillon. Est-ce que nous avons d'autres questions? 3. Il y a quelqu'un qui lève brutalement la main. 3. Bonjour. Je ne vous vois pas du tout. Je ne sais pas qui vous êtes. Oui, je me cache. Mais je fais ça. Donc une question posée incognito par quelqu'un qui tient à garder l'anonymat. Ça se respecte. Bonjour, je m'appelle Grégory, je viens de l'Essonne. La question que j'avais, c'était par rapport au risque des fausses bonnes idées. J'ai été un peu titillé quand vous avez dit la carte, on va changer toutes les voitures. Moi, par exemple, je bosse dans l'informatique. Changer les ordinateurs parce qu'ils consomment moins, c'est pas une bonne idée. Il faut à peu près 200 ans, si on devait faire un ROI, pour y arriver. Donc, par rapport aux messages qui peuvent être intéressants dans certains cas et des fois des fausses bonnes idées, comment vous faites la différence? Comment vous acculturez les gens à être sensibles à cette différence? En fait, tu as tout à fait raison, c'est tout l'enjeu des ordres de grandeur en fait, et de comprendre comment agir là où c'est vraiment efficace. 75% du bilan carbone d'un Français, il tient sur trois trucs. Le logement, l'alimentation, et notamment la viande, et particulièrement la viande rouge, et le transport et la bagnole. On peut toujours trier ses mails pendant des années, on n'aura jamais fini. Et puis, et en fait, quand on fait ça, on agit sur 0,01% de notre empreinte carbone, c'est-à-dire que dalle. Par contre, effectivement, si on change sa bagnole dans le cas de ce type-là, c'était ça son empreinte carbone. En fait, dans le cas de quelqu'un qui va beaucoup voyager, beaucoup prendre l'avion, elle est là, son empreinte carbone. Il n'y a pas à réfléchir à autre chose. Quelqu'un qui, je sais pas, moi, va manger énormément de viande. Bah, Thomas n'est pas là, c'est dommage. Si, il est là-haut, regardez, il est là-haut. Ah, il est là-haut. Il se cache. Voilà, qui adore les côtes à l'os, etc., par exemple. Et ben cette personne-là, c'est là qu'elle va pouvoir agir, Thomas. Et donc oui, d'où l'importance, avant tout ça, de commencer par faire un bilan carbone. C'est ce qu'on fait dans 2 tonnes, mais c'est aussi ce qu'il faut faire à l'échelle de sa boîte. C'est-à-dire, avant de commencer à agir sur des trucs, on essaye d'avoir la grande image et de voir, et c'est ce qui se fait hyper bien, je trouve, dans Balance ta tonne, et c'est pour ça que j'adore l'outil, c'est qu'à la fin, on sort avec le top 3 ou le flop 3, enfin je sais pas, les 3 actions sur lesquelles on va pouvoir agir et qui vont vraiment avoir de l'impact. Il faut vraiment commencer par ça, parce que sinon on part dans tous les sens et en fait on réduit pas efficacement, quoi. Et je pense que nos 3 ateliers, enfin, il y a un format, on a les ordres de grandeur, etc. Mais c'est à utiliser en bonne intelligence. On ne prétend pas non plus avoir la science infuse et la connaissance de chacune de vos structures et de votre fonctionnement et de là où il y a de l'impact. Donc c'est aussi apprendre avec votre recul et votre connaissance du terrain et de vos activités. Oui, carrément. Et je trouve que justement, ce qui est passionnant dans les ordres de grandeur, c'est que ça permet vraiment d'arriver à mettre son temps et son énergie au bon endroit pour voir, adapter à son mode de vie, qu'est-ce qui va être le plus efficace à la hauteur de ses possibilités et de ses moyens, évidemment. Mais c'est tellement chronophage de changer ses habitudes. C'est une charge mentale qui est tellement énorme que autant cibler directement ce qui va être le plus utile. Et les ordres de grandeur permettent vraiment ça. D'autres questions? 4 ici, par exemple. Cette jeune personne. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Mathilde, je viens de Lille. Et je m'adresse à Mathilde. C'est étonnant comme Lille entraîne moins d'enthousiasme qu'Épinal, vous avez vu? C'est vrai? Oui, c'est étonnant. C'est pourquoi? Et alors j'habite à Lille, mais je suis originaire de Dunkerque. Et normalement, s'il y a des Dunkerquois dans la salle, là, ça va partir. Vous auriez dû commencer par ça. Vous êtes d'où, Mathilde? De Dunkerque. Alors, le numérique, ça génère 4 à 5% des gaz à effet de serre. Et donc, votre solution, c'est une application, donc ça génère, c'est du numérique. Comment vous avez pris en compte justement
l'environnement dans le développement même de votre solution? C'est une hyper bonne question. J'aurais dû aller relire la FAQ qui est sur le site internet à ce propos et avoir les ordres de grandeur en tête. Vous voulez que pour j'y aille? répondre à J'ai cette question. Non, c'est une vraie question et on nous pose souvent la question. En fait, nous, on l'a mis en perspective avec les actions qu'on fait faire aux participants. Et typiquement, s'il y a quelqu'un qui, pendant les 3 semaines, arrête de manger de la viande, bah, ça va être négligeable par rapport au fait d'utiliser son smartphone. Effectivement, s'il faut racheter un smartphone pour jouer à Ma Petite Planète, ne jouez pas à Ma Petite Planète, surtout. Mais voilà, on a essayé on a fait cet effort de faire ce calcul des actions qu'on fait faire aux gens versus utiliser le téléphone et les échanges de preuves des défis, parce qu'on demande des preuves pour cet effet boule de neige et aussi l'effet d'entraînement, l'effet créer du lien, échanger, etc. Mais voilà, j'ai envie d'aller voir les chiffres. C'est vrai que je n'ai pas gardé ça, mais si vous allez sur le site internet, on a tout détaillé pour être assez transparent sur ce sujet. Et je pense qu'on a encore du travail à faire là-dessus, mais c'est un vrai sujet. Avant de passer à une question dans le public, j'ai une question personnelle, me semble-t-il, sur les internets d'Anne, pour Alice, de la part d'Adrien. Comment c'est la vie dans une tiny house? Ça sent une question personnelle. Hein. Déjà, merci Adrien pour cette question, parce que j'adore en parler. La vie en tiny house, c'est super. Je pense que ce n'est pas un mode de vie qui correspond forcément à tout le monde, selon le mode de famille que l'on a, mais en tout cas pour moi c'est vraiment un habitat qui me correspond à 200%. J'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir franchi le pas plus tôt, parce que c'est un habitat qui me donne beaucoup de liberté, qui m'a permis de réduire mon temps de travail, parce que j'ai moins de besoins financiers, donc j'ai besoin d'avoir un salaire moins élevé, et donc je peux faire des choix différents sur ma carrière. Je gagne beaucoup de temps, puisque l'entretien de 14 mètres carrés, ce n'est pas le même entretien qu'une maison. Voilà, moi je trouve que j'y ai beaucoup gagné et j'adore cette vie. Nous inscrivons à l'ordre du jour d'une prochaine table ronde la vie dans une tiny house. Avec plaisir. Revenons aux questions dans le public. J'en avais plusieurs. Là-bas, numéro 2. Number 2. Alors, oui, bonjour. Marjorie de Nice. Je me posais la question de comment on fait pour toucher les publics qui ne sont pas forcément déjà intéressés à ça. Là, globalement, tous les gens qui sont présents aujourd'hui, voilà, on est conscient de plein de choses. Les entreprises qui vont venir vous chercher ou les individus, ils sont conscients, mais comment on fait pour aller chercher les gens qui ne le sont pas? Comment on parle à des gens qui ne nous écoutent pas, en gros? Nous, on s'est appuyé sur toutes les mécaniques de jeu. Le jeu. On s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on trouve un moyen de parler de ces sujets. La clé, c'est l'addiction. Alors non. Mais ouais, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'appuie sur ça. Donc il y a des points pour chaque défi validé. Il y a un classement. Malheureusement, le classement est peut-être l'onglet le plus regardé des participants. Il y a des récompenses, mais symboliques. On prend les bons aspects du jeu pour raccrocher plein de personnes. Et il y a des centaines et des centaines d'anecdotes sur ces... Moi, j'ai une amie que j'ai fait participer qui est accro à la viande. Elle a rêvé de saucisson pendant les 3 semaines de challenge. C'était à mourir de rire quand elle m'a envoyé le vocal en me disant « J'en peux plus de ton jeu ». Bon, elle a quand même fait le pas et maintenant elle a réduit son impact, mais c'est un vrai enjeu. Nous, on veut, et tu as raison de poser la question, on n'a pas du tout envie de prêcher uniquement les convaincus, ça ne servirait pas à grand-chose. Et c'est pour ça qu'on fait ce choix d'en parler aussi positivement, avec un ton humoristique décalé, parce que j'ai le sentiment que les personnes qui se sentent éloignées, elles ont l'impression qu'on les pointe du doigt en leur disant « toi, ce que tu fais, c'est pas bien ». Tu as tel impact et du coup il faut changer aussi cette façon-là et déculpabiliser, comme le disait Olivia. Il vaut mieux faire des petits pas plutôt que de rien faire du tout, je pense. Donc, ouais. J'ai une question complémentaire sur ma tablette de la part de Delphine. Pour Mathilde, faut-il d'abord sensibiliser les équipes aux ordres de grandeur avant de faire le challenge Ma Petite Planète? Je ne comprends pas la question, mais je pense que vous la comprenez. Ouais, je pense que les deux peuvent aller de pair. Nous, juste pour info, les défis ne sont pas juste sortis de notre chapeau. Tout est sourcé, expliqué, avec des ressources qui viennent du GIEC, de l'ADEME, et pas juste de ma casquette, heureusement.
Et puis, un des défis de Ma Petite Planète, par exemple, c'est de participer à un atelier, un événement autre que Ma Petite Planète, dont les ateliers d'automne, dont la fresque du climat. Ça rapporte des points dans le challenge. Donc je pense que les deux peuvent aller de pair, mais effectivement, il y a pas mal de boîtes qui font soit la fresque, soit d'automne, et ensuite qui passent par Ma Petite Planète. Mais je pense pas que ce soit... Enfin, les deux fonctionnent, je dirais. Et je voulais juste rebondir sur comment convaincre des personnes qui ne sont pas intéressées initialement suite à ce que tu disais, Mathilde. On le voit là depuis qu'on a commencé à déployer l'atelier en entreprise. Vraiment, l'approche co-bénéfice et avantage direct, elle fonctionne super bien parce que du coup, c'est faire de l'écologie sans savoir qu'on fait de l'écologie. Parce que je parlais tout à l'heure de l'exemple du vélo, mais en fait, il y en a pour plein de solutions. Réduire sa consommation de viande, on n'y pense pas suffisamment, mais il y a un impact qui est énorme sur la santé. Et quand on arrive à aller dans ce détail-là de qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner en termes d'amélioration de sa santé, d'amélioration de ses performances sportives, on parle notamment de l'exemple de Novak Djokovic qui a adopté ce régime-là et qui est le meilleur mondial. On parle aussi des économies d'argent, et ça c'est hyper important d'arriver à voir ce qu'on va concrètement gagner au quotidien sans avoir l'impression de faire de l'écologie. Et ça permet de décaler un petit peu le regard et de voir tout ce qu'on peut y trouver comme avantage. Et je veux juste dire un truc aussi, c'est qu'en fait à notre place de dirigeant, eh ben, on a ce pouvoir incroyable de pouvoir dire aux gens, à un moment, entre 16h et 18h30, je vous attends en salle de réunion et on fait un atelier d'automne, quoi. Enfin, ou n'importe quoi d'autre. Mais en fait, c'est là où réside notre pouvoir de transformation. C'est qu'on a cette chance-là. Moi, ça me rend dingue parfois parce qu'il y a plein de gens qui sont engagés pour l'écologie, mais qui n'ont pas le pouvoir qu'on a, quoi. Ils ont personne à transformer. Juste eux, ils ont arrêté de manger de la viande, ils prennent moins leur bagnole, ils prennent plus l'avion, mais aïe, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et nous tous ici, on a un pouvoir de transformation qui est énorme. Nous avons le temps pour une... Oui. Alors, une seule dernière question. Je pense que quelqu'un a un micro, donc ce sera monsieur qui a le micro et qui sera la dernière question posée ici. Non, rapidement. Je vais être courtois, je vais lui donner après. Donc Gilles, je viens du sud-ouest. Ça fait quelle ville? Oh, Aquitaine. Ça fait quelle ville dans le sud-ouest? Arcachon. Ah oui. On est un. Ah, c'est pour ça que derrière, il y a une espèce de... Ah, mais tout le monde veut venir chez nous, quand même. Hein, oui. Puis cramer du carbone. Il y a une bonne eau de source. Donc restez chez vous. Cramez pas bon, de carbone pour on est déjà en venir. retard, on va pas gloser sur les eaux minérales de la France entière. Non, une question un petit peu sérieuse. On dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières, on le comprend là. Ma petite planète, mais la planète est quand même grande. Et si même 50% des Français, donc 30 millions de personnes, se comportent on va dire de manière très sérieuse et exemplaire, il reste plus de 7 milliards de personnes à convaincre. Et quelles sont les mesures aujourd'hui qui sont prises? Parce qu'au CJD, on fait beaucoup d'actions. Finalement, on est peut-être que 5000 impactés. Moi, ce que je regarde un petit peu, c'est que je ne vois jamais d'action internationale. Et je me dis, quels sont les leviers aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin, sensibiliser d'autres nations, d'autres pays, d'autres continents, de manière... On voit des montagnes de déchets à Jakarta, on voit plein de choses dégueulasses partout. Nous, on fait nos petites mesures, chacun dans notre coin, à 0,0001% d'impact. Et finalement, j'ai l'impression que ça reste quand même... la planète, elle est collective, la Terre, elle tourne en 24 heures, elle est la même pour tout le monde. Et je me dis, est-ce que le combat va être gagné un jour? Dans la mesure où on considère que c'est une petite planète. Bon, pas que. Et voilà, donc je me dis, quelles sont les mesures aujourd'hui? On prend l'exemple des bagnoles électriques, etc. On a changé la bagnole, on a réduit de 12 tonnes, c'est ça? Ouais, 21 à 9. Mais la bagnole, elle est partie où? L'autre bagnole qu'il a vendue, est-ce qu'elle n'est pas partie en Afrique, continuer à rouler? Et est-ce que c'est pas la même planète en Afrique? Et une petite note positive. Et puis ce matin, on tombe un petit peu je trouve, on est quand même dans des notes très négatives. Et je remercie Olivia d'avoir amené un petit peu de joie là et de bonne humeur avec des notes très positives. Et je te remercie beaucoup. Moi, je pense qu'il ne faut pas guider les gens par la peur et par la crainte. Je pense qu'il faut aller vers du positif et regarder l'avenir devant. Alors,
Vous avez 30 secondes pour savoir comment on sauve le monde, parce que pas plus pour répondre. Et vous, vous ne pouvez plus poser de questions pendant au moins 2 ans. Hein? Allons-y. Très vaste question. Je ne vais pas du tout prétendre avoir la réponse, parce que, enfin, clairement, je n'aurai pas la réponse à qu'est-ce qu'il faut faire à l'échelle du monde, quelles sont les mesures qui sont prises. Je pense que les différentes COP essaient de s'en charger et malheureusement ça n'avance pas assez vite. Je pense qu'on a une forte part de responsabilité. Vous parlez des tas de déchets à Jakarta. Je pense que c'est aussi lié à notre consommation à nous en France et dans les pays qui ont les moyens de consommer de cette façon-là. Heureusement, il y a d'autres initiatives et c'est pour ça que moi j'ai quitté aussi un peu le domaine des organisations internationales parce que je m'y retrouvais pas trop. J'avais l'impression que c'était un peu les mêmes pays qui expliquaient aux autres ce qu'il fallait faire et pas faire. Et donc, heureusement, il y a des initiatives qui existent dans différents pays sur ces sujets. Et je pense que c'est à eux de poser la question. C'est dans chacun des pays qu'il faut demander comment on fait chez vous, avec vos problématiques, avec votre contexte, vos habitants, votre culture, etc. Et puis peut-être sur le dernier point, sur l'aspect culpabilisant, j'espère que c'est pas le message que je vais faire sortir parce qu'en vrai nous on est hyper positifs dans l'asso et c'est ce qu'on essaie de montrer, mais je pense en revanche qu'il faut de tout. Il y a des personnes pour qui les discours choquent et moi compris, en fait c'est ça qui a été un déclic, c'est de voir des documentaires horribles qui durent 2 heures sur différents sujets et qui m'ont fait carrément changer de place. Mais je vous rejoins, il vaut mieux être positif et agir en heureux, etc. Mais bon. Le traumatisme comme méthode pédagogique. Pour certaines personnes. Si aucune de vous donne de solution pour sauver le monde, on peut enchaîner, hein, vous voyez. C'est vous qui... Mais vous êtes... Ouais, non, juste dire que, en fait, quand on dit ça, on rentre un peu dans le triangle de l'inaction, le même, parce qu'en fait, si on attend que la Chine bouge pour nous bouger, alors il va jamais rien se passer. Pourquoi la Chine ou pourquoi en Afrique c'est hyper pollué, mais en fait les vêtements qui arrivent en Afrique et qui finissent sur les plages, c'est pas les Africains qui portent des doudounes a priori, et donc c'est nous quoi, c'est notre consommation en fait qui pollue là-bas et qui pollue effectivement la même planète, mais à un moment c'est quand même bien à nous, peuple riche et opulent, de changer nos pratiques et ça aura de l'effet là-bas. En même temps, il y a des gens idiots suffisamment pour jeter des doudounes à la mer, ce qui n'a aucun intérêt, on est d'accord. Merci, on vous applaudit pour cette réponse aux questions de cet échange.